encore une tour réalisée par Frank Gehry. C'est clair que cette tour, elle a un côté théâtral, hein. Ça c'est clair qu'on ne passe pas à côté. Et ça aussi, c'est pas mal non plus. Quand on parlait de goût de la ruine hein, tout à l'heure. Et humour, gag. Et puis si, ça en Amérique, je vous dis pas. Le côté mort de la rue est très, comment dire, humble, tout ça, ça c'est fini. Hein. Cette maison aussi est très intéressante aussi, parce que l'architecte Rem Koolhaas ici, avait un tout petit terrain très étroit à côté de Villa très chic dans la banlieue de Paris. Vous voyez qu'il est venu plus haut, il a piqué son bâtiment sur des poteaux un peu minces et un peu comme ça. Ce qui fait qu'il a sorti son bâtiment à la lumière. Évidemment, il a eu un procès avec les voisins parce qu'ils ne voulaient pas de la tour ondulée à côté de chez eux. Sauf que lui avait imaginé une grande poutre qui équilibrait les choses entre ces deux bâtiments. Et cette grande poutre, il fallait qu'elle soit lourde pour que tout ce machin tienne. Et ça tombait bien parce qu'il voulait en faire un bassin de natation pour que quand on nage, on puisse voir de loin la tour Eiffel, vous voyez. Et donc il y avait un petit parcours comme ça pour l'habitation de ses enfants, qu'ils soient chez eux et les parents chez eux. Avec, vous voyez ici, il y a des grandes fenêtres qui peuvent s'ouvrir ou des grands rideaux qui peuvent se fermer, ce qui fait que vous pouvez être ouvert complètement ou fermé complètement dedans. Et là, au centre, vous avez une sorte de noyau. Il a aussi fait, ça c'est le palais des congrès de Lille, mais il a aussi fait à Bordeaux une maison intéressante parce que c'est pour un handicapé et c'est tout le rez-de-chaussée qui monte au premier quand il a besoin, vous voyez. C'est le sol qui est sur une espèce de truc hydraulique, comme ça, et c'est le sol qui monte. C'est pas un ascenseur, comme ça le mec il est dans son fauteuil, il ne doit pas se faire chier à entrer dans un ascenseur et tout. C'est le bâtiment il a envie d'aller au deuxième étage, mais c'est tout le riz qui monte, quoi. Par exemple. Donc c'est un bâtiment sur mesure pour un handicapé, mais qui ne se contente pas de faire des portes plus larges, quoi. Dans le Botard, on l'avait vu, tout cela. Hein. Réhabilitation de la notion de façade, ici, c'est pas tout à fait clair. C'est pas une maison de Trump. C'est un... Ouais. Ici, par exemple, vous voyez ce genre de maison immense. Peter Forbes, c'est dans le désert. Ou avec ces espèces de petits drapeaux qui cassent le soleil. Voilà, Mendini, vous vous rappelez? Avec des créations d'objets transformés, embellis. Bris de l'unité de style, au sein d'une même œuvre, vous pouvez avoir du vernaculaire, de l'international. Et Venturi, tous ces gens-là préfèrent ce qui est hybride plutôt que pur. Issu de compromis plutôt que de main propre. Biscornu plutôt que sans détour. Ambigu plutôt que clairement articulé. Contradictoire et équivoque plutôt que clair et net. À l'évidence de l'unité, je préfère le désordre de la vie. Au less mort, moins c'est plus de mise en œuvre, Venturi réplique. Less is above, moins c'est assommant. Voilà. Comme petit truc de Frank Gehry, petit escalier extérieur. Pas mal non plus, non? Frank Gehry travaille souvent aussi avec un sculpteur Serra. Ça c'est Libeskin. Toujours ces fenêtres que je vous parlais tout à l'heure. Hein? Triomphe du kitsch. Jeff Koons.
Ce sont des petits fauteuils pour être bien isolés des autres. Beau film, minimalisme chic. Ça c'est très intéressant aussi, c'est aussi Stephen Hall. Avec, vous voyez, ces portes qui tiennent sur un pivot central, qui se ferment le soir, les magasins. Ça c'est en Palestine, je crois, à Montréal, mais c'est Moshe Safdie, l'Israélien, qui a réalisé toutes ces espèces de petites cités sociales. Oui, ça, qui s'oppose à ça, c'est le côté fausse ruine, faux pierre naturelle, sauvage, avec le lys. J'ai toujours pas allé au Aldo. Donc, ce sont souvent des espaces pour pouvoir méditer. Oui, il y a une légère fente chaque fois qu'il y avait un petit peu dans le temps. Hein. Donc, Tadeo Ando, il est vraiment à reconnaître. Et alors, Camille aussi, lui, il s'est mis à retaper des sites nucléaires. Comment on dit ça, mis hors service de la centrale nucléaire. Donc, ce sont des espaces qu'il ne faudrait pas laisser abandonner tout simplement en ne s'en occupant pas. Donc lui, il va essayer de construire ce qui s'est fait à Bruxelles, probablement avec, comment il s'appelle, qui donne cours ici avant, là. Ça m'a le dessinateur de BD, son frère, Scheutens, avec des jardins verticaux. Voilà, vous voyez, ça c'est encore imaginé à ce moment-là. Hein. Oui, tout ça, c'est un petit peu enterré dans le sol. Hein. Voilà. Ça, c'est le fameux... Quel style, celui-là? Voilà, l'être moderne, c'est Meyer. Hein, c'est une sorte d'architecture moderne qui aurait continué. Vous voyez, elle n'est pas sosote, elle n'est pas mourgate et tout ça, il n'y a pas. Mais il y a un peu plus de monumentalité, hein, non? Je veux dire ça. Alors, toujours Meyer et partenaire. Ça, c'est Barragan. Évidemment, le gars qui passe avec le cheval, ça donne tout de suite un rythme. Ça, c'est Shigeruban. Shigeruban, il a fait des architectures en carton. Ça, c'est à Tokyo, une maison, donc. Oui, c'est le principe de base de la maison Domino de 1910, avec des rideaux, évidemment. Shigeruban, voilà, encore une maison en roseau. Il a fait un musée en forme d'un chapeau, là, tout près de... sur l'autoroute qui ramène les gens de Lyon vers ici. Il a aussi le centre Pompidou de Metz. C'est ça, centre Pompidou de Metz, merci. Ça, c'est une magnifique architecture en carton aussi, celle-ci. Ben, Sol Lewitt, architecte minimaliste, peintre minimaliste, sculpteur minimaliste. Regardez ici comme c'est amusant, vous voyez que c'est un bâtiment quadrillé comme ça, avec un autre comme ça qui vient de se croiser dedans. Vous les voyez l'un dans l'autre? Vous voyez ça? Ici, celui-là, et puis celui-là. Comme si on les avait insérés, comme si c'était des jeux de cartes. Hein. Ça nous sépare de ce mouvement minimaliste. Alors ça c'est... parfois, Foster, on appelait ça comment on dit, le high-tech, je ne sais pas.
Foster, il a beaucoup travaillé avec le métal plutôt, lui. Et c'est toujours des choses assez intéressantes aussi. Ça, c'est un building en Asie, à Hong Kong. Et vous voyez, ça a été fait avec des roseaux au départ. C'est assez intéressant au niveau structure, plein de choses qui ramènent à l'eau là par en dessous. Voilà, vous voyez ici des espèces de couloirs tout autour. Ils vont chercher la lumière aussi. Alors, Rogers encore. Vous voyez, ça c'est le côté un peu technologique. Métallique. Toujours Rogers. Ça c'est toujours mon italien hautain. Adorossi. Vous voyez qu'ici, c'est devenu une chose très normale de venir planter des arbres à l'intérieur de ces espèces d'immenses couloirs qui ont des grandes serres. Je me demande si c'est pas la banque des banques ici à Genneval. Non. Ici à Genneval, il y a la banque des banques, vous voyez. C'est un bâtiment très secret. J'ai une fois un de mes pauvres étudiants qui avait voulu aller voir. Il a failli se retrouver au cimetière. C'est pas pour le commun des mortels. Mais hier, voilà. Et hier, c'est quoi l'être moderne, hein? Je vous laisse un minute. Là, je crois que j'ai mis 2 fois midi. Hein? Les anachronistes. C'est quoi ça? C'est comme ça. Ça, c'est l'autre définition du postmodernisme, c'est que vous avez reçu dans votre communauté française. Et je me suis... Oui, on parle parfois de déconstructivisme, évidemment, à partir du moment où on s'aperçoit qu'on ouvre les structures. Le déconstructivisme, c'est pas comme le mot a l'air de l'indiquer, un truc négativiste où on détruit. Hein. Au contraire, c'est plutôt comme je vous expliquais, après avoir démonté les vieux trucs, redéfini le langage, on peut repartir et dire autre chose. Vous voyez? C'est plutôt un moment, comme je vous disais, un peu comme l'art roman ou le moment de perfection, de synthèse, de civilisation. Et moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on assiste là depuis le XXIe siècle. Peut-être pas, évidemment, si on va à Bruxelles, on ne va pas trouver ces merveilles d'architecture. Pour faire le tour de l'art roman, si vous voulez faire le tour de France, pareil, même l'art gothique, vous n'oubliez pas avoir tous les styles de l'art gothique en faisant le tour de France. Si vous voulez faire le tour de l'architecture moderne, ce n'est pas faire le tour d'un pays qui va vous permettre de... Peut-être bientôt, ça viendra, parce qu'il y a quand même des petites choses à gauche et à droite. Mais normalement, c'est le tour du monde qu'il faut faire pour repérer la nouvelle architecture et les nouvelles tendances. C'est fini de croire que ça va pouvoir se passer. Mais on peut voyager par Internet. Oui, ben oui. Et même c'est de moins en moins cher en avion. Donc, usage fluctuant, ça reste. Garder quand même les notions ou des traces de patrimoine ou de mémoire, ça reste. Le spectateur se déplace dans toutes les dimensions de son sujet d'observation. On a toutes les sortes de points de vue et on utilise les 3D de manière très libre et plus, comment dire, ouverte. Ici, on a des murs mis en tension, déchirés, pliés. On n'a plus le sentiment de sécurité comme ça d'une maison, mais on a quand même une notion de
séparation, de clôture. Alors Astana, ça c'est toute une ville, je vous ai dit, en Azerbaïdjan, très, très moderne. Il y a venir tous les architectes les plus modernes qui soient. Mais pourtant, il manque un peu de poésie. Allez savoir si, comme on dit, il y a quelque chose à voir, je ne sais pas. En tout cas, le déconstructivisme, ça vient d'un philosophe qui s'appelle Jacques Derrida, qui est un peu la figure emblématique. Et il y a les idées de fragmentation qui sont nées dans la physique du chaos. À vrai dire, je me rappelle d'avoir vu une conférence ici où l'architecte disait en 68, moi j'étais étudiant à Saint-Luc, je sortais, et je me suis dit, mais qu'est-ce que moi je peux faire comme architecte pour être, comment dire... Et non, c'était pas ça, oui, je me rappelle, on avait cette conférence-là, mais c'était à l'autre que je pensais. C'était Saint-Luc, chaque année, soyez d'ailleurs attentifs, Saint-Luc organise parfois des conférences ici, fait venir des gens très intéressants, très importants. Oui, oui. Et cette année, j'ai vu ça à la bibliothèque, qu'il y avait des affiches. Quand on est allé l'année dernière, pas avec vous, les premiers, pardon. À la bibliothèque de Saint-Luc, ici, le Bayou, il y a des affiches qui annoncent des conférences pour bientôt de grands architectes suisses et autres. Toujours est-il, en tout cas, que la physique du chaos, ça c'était à l'époque une conférence sur le déséquilibre. Et c'était un grand physicien qui expliquait qu'en sortant en 68, il s'était dit il y avait un truc que les profs n'aiment pas, c'est le désordre, vous voyez, prof de sciences et en physique et en chimie. Alors il a voulu faire son mémoire sur le chaos. Ça, c'était le truc pour se faire jeter. Mais quand même, ça a donné quelque chose, puisque à la suite de ces recherches sur le chaos, les études sur les fractales, je ne sais pas si vous avez entendu parler, tout ça, eh bien, ça va vraiment marquer toute l'histoire des sciences et du savoir en général. Ça va ouvrir de nouvelles dimensions vraiment importantes. Et voilà, donc ça c'est un peu dans le cadre de ce déconstructivisme. Alors il y a aussi tous les mouvements patterns, comme on dit, décoratifs, comme ça. Ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le bâtiment de, ils mettent Eisenman, mais c'est l'aménagement du jardin qui est de Eisenman. Mais le bâtiment lui-même, c'est le Scarpa. Vous voyez là derrière un grand mur de verre, c'est hyper moderne, mais c'est discret. Par contre, ça c'est pas discret, évidemment, comme intervention. Regardez-moi ça comme c'est intéressant, on dirait des pliages d'origami. Hein. Mais Peter Eisenman, il a l'air bien intéressant aussi. Rue de Ricciotti, il fait des chouettes trucs, mais c'est quand même un petit saut quand même.